on a vu le cas de la suspension de la saison, on a vu le cas de l'arrêt définitif de la saison. Le troisième cas de figure, c'est évidemment la prolongation de la saison sportive. Et je voudrais demander à Laurent Felous pourquoi la prolongation de la saison est l'option qui est privilégiée par les instances organisatrices de compétitions professionnelles. Merci Dominique Courtier pour votre excellente question. Il s'agit en effet, comme l'a très excellemment précisé Joël Monlouis, de thèse privilégiée par les fédérations et ligues professionnelles, tout simplement car elles ont des droits commerciaux et notamment télévisés très importants. En l'état, l'absence de recettes liées à ce type de droits commerciaux télévisés emporterait nécessairement une remise en cause de l'équilibre budgétaire de ces acteurs, donc nécessairement un enjeu financier très important. C'est dans ce sens d'ailleurs que c'est l'hypothèse de travail qui a été reprise par le bureau du Conseil de la FIFA, pour parler du football, qui, le 7 avril dernier, avec les confédérations et les organisations représentatives des ligues, des clubs et des joueurs, a émis une recommandation et directive. Quelques précisions rapides par rapport à ces recommandations et directives. Le bureau a proposé que les contrats soient étendus jusqu'à la fin de saison effective de chaque championnat, sans évidemment préciser de date, parce qu'en l'état, il est impossible de préciser une quelconque date, bien qu'en France, on ait depuis quelques jours des précisions à ce sujet, bien qu'on ne soit pas encore certain. Le corollaire, bien évidemment, si on prolonge cette saison, c'est que la saison prochaine, l'entrée soit retardée, évidemment, donc les contrats, date d'entrée en vigueur des contrats retardés. Et ensuite, une précision sur un principe assez important, c'est qu'en cas de chevauchement des saisons, voire des périodes d'enregistrement, s'il n'y a pas d'accord entre les parties, la priorité sera donnée à l'ancien club pour que celui-ci puisse terminer la saison de 2019-2020. L'objectif est clair, c'est nécessairement de préserver l'équité des compétitions. Je pense que tout le monde le comprendra. Le bureau du Conseil de la FIFA a enfin retenu que ces principes-là seraient également applicables en matière d'accords de transfert internationaux. Alors, j'aimerais également faire une petite précision avant d'évoquer les différents cas de figure en matière de prolongation, une précision sur l'éventuelle modification réglementaire qui serait nécessaire du fait de la prolongation de la saison sportive. La modification réglementaire qui modifierait la date, qui serait une date ultérieure au 30 juin 2020, ce qui est le cas de la majorité des fédérations et ligues professionnelles, dans ce cas de figure, n'emporterait aucune modification du contrat de travail de chaque sportif. Aucune, c'est un principe de droit de base. Donc, en l'état, il faudra nécessairement une modification individuelle entre le club et chaque joueur. La problématique, pourquoi une telle modification est nécessaire, dans la mesure où il s'agit de la durée du contrat. La durée du contrat est un élément essentiel du contrat. S'il s'agit d'un élément essentiel, il emporte nécessairement un accord express du salarié qui doit être obtenu. Le processus, brièvement, est le suivant pour les personnes concernées qui nous écoutent et qui seraient intéressées à l'idée de faire une telle modification. Il suffit tout simplement d'adresser un courrier recommandé aux sportifs sollicitant la modification du contrat, notamment la durée, laissant un délai d'1 mois aux sportifs pour prendre une telle décision. Ça peut s'agir d'un délai de 15 jours lorsqu'il s'agit d'une société qui est en liquidation ou redressement sociétaire. À l'expiration de ce délai-là, si le sportif ne répond pas, il est réputé avoir accepté la modification. S'il accepte, on pourra modifier via un avenant. S'il refuse, l'employeur peut dans ce cas de figure soit renoncer à modifier le contrat, ce qui s'avère un petit peu compliqué en pratique, soit rompre le contrat, voire trouver un accord alternatif. Maintenant qu'on a précisé ces points-là, il convient d'évoquer différentes hypothèses de travail. Premier cas, c'est le cas du sportif, de l'entraîneur professionnel dont le contrat expire au 30 juin 2020 et qui n'a pas d'engagement contractuel à compter du 1er juillet 2020. Deuxième hypothèse, c'est le cas du sportif ou de l'entraîneur professionnel qui dispose d'un contrat jusqu'au 30 juin 2020 et qui dispose déjà d'un engagement à compter du 1er juillet 2020. Et troisième hypothèse, logiquement, c'est le cas du sportif ou de l'entraîneur professionnel qui dispose d'un contrat qui expire en 2021, voire postérieurement. Très bien. Laurent Felous, je vous propose donc de reprendre ces trois hypothèses l'une après l'autre, après avoir précisé qu'elles ne prétendent évidemment pas résoudre tous les problèmes,
mais si au moins elles peuvent apporter un peu de clarté à court terme, elles auront rempli leur rôle. Donc, première hypothèse, si on les reprend dans l'ordre, il s'agit du joueur ou de l'entraîneur qui est en fin de contrat au 30 juin 2020 et qui n'a pas d'engagement immédiatement au 1er juillet. Merci Daniel Courdier. Donc, il s'agit a priori d'une des hypothèses les plus simples juridiquement, puisqu'en l'absence d'engagement à compter du 1er juillet 2020, il est évident que les parties peuvent convenir d'un avenant en vertu duquel le contrat serait prorogé à la date de fin de saison effective qui serait convenue avec les instances, en fonction bien évidemment des règles fédérales les soumettre à l'homologation. Il convient en tout état de cause tout de même de préciser un point important, c'est qu'il s'agira nécessairement d'un avenant écrit, car une telle prolongation d'un CDD sans avenant écrit pourrait conduire à une requalification du CDD en CDI. D'accord. Donc là, deuxième cas de figure, donc le joueur ou l'entraîneur sont en contrat jusqu'au 30 juin 2020 et en revanche, ils ont déjà un engagement avec un autre club au 1er juillet 2020. Que se passe-t-il? Alors, dans ce cas de figure, Daniel Courdier, il y a deux options qu'il faudra envisager. Première option, c'est un sportif qui est en fin de contrat au 30 juin 2020 et qui a déjà signé une promesse d'embauche au 1er juillet 2020 dans un autre club, que ce soit en France ou à l'étranger. Deuxième option, c'est un sportif qui dispose d'un contrat jusqu'au 30 juin 2020 dans un club auquel il est prêté et qu'au 1er juillet 2020, il reviendrait dans son club initial. Alors, on aura plusieurs pistes de réflexion à évoquer. La première piste, c'est la piste de l'homologation. Nous avons en amont évoqué l'accord express du salarié qui était nécessaire pour modifier le contrat de travail, notamment au niveau de la durée. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que présence des contrats des sportifs et entraîneurs professionnels, ces contrats-là sont soumis à une condition suspensive d'homologation. Le principe est le suivant, c'est qu'en l'absence d'homologation, le contrat n'entre pas en vigueur. Donc, la possibilité qu'on pourrait évoquer et envisager serait tout simplement d'utiliser le mécanisme d'homologation pour retarder l'entrée en vigueur du contrat portant sur la saison sportive 2020-2021 et ainsi permettre à la saison 2019-2020 de se terminer dans les délais qui auront été décidés. Il s'agirait donc d'un mécanisme d'homologation qui serait régulateur et qui serait fondé sur une politique d'éthique sportive. Toutefois, ce problème-là, cette solution ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Le problème qui pourrait se poser du fait de cette homologation, c'est un problème lié à la durée légale des CDD spécifiques. Pour rappel, un CDD spécifique a une durée minimale d'1 an. Or, si cette durée est respectée, l'homologation du contrat, imaginons au mois d'octobre 2020, qui finalement permettrait un contrat d'être existant depuis le 1er juillet 2020, emporterait une situation dans laquelle le joueur pourrait être en situation de double contrat, ce qui pourrait être problématique. Alors, dans ce cas de figure, la solution pourrait être la suivante, c'est tout simplement deux avenants. Un premier avenant qui prolongerait le contrat du club du club au sein duquel le sportif évolue au sein de la saison 2019-2020 et un deuxième avenant, en vertu duquel on suspendrait le contrat de travail dans le nouveau club. Ce qui est intéressant avec cette solution, c'est que la signature du second avenant permettrait notamment de clarifier certaines situations, certaines stipulations contractuelles, notamment au niveau des primes, comme l'a évoqué Joël Monluy, puisqu'il y a des questions qui se posent, notamment au niveau des primes à la signature, au niveau du salaire mensuel, puisque je vois mal le nouveau club, on va l'appeler comme ça, vouloir régler le salaire d'un joueur qui n'évoluait pas au sein de son club, par exemple au mois de juillet 2020. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on pourrait se pencher. À cet égard, un internaute a posé une question assez intéressante, puisqu'il posait la question de savoir si l'obligation d'une négociation individuelle entre le club d'une part et les sportifs d'autre part n'emporterait pas une plus grande disparité entre les joueurs à forte notoriété et ceux à moins forte notoriété. Alors, en théorie, on pourrait considérer que oui, puisque clairement, les sportifs à plus forte notoriété pourraient profiter de l'occasion pour tenter de négocier à la hausse les contrats, et d'ailleurs notamment les agents pourraient les faire sans aucun problème. Et de l'autre côté, les sportifs à moins forte notoriété pourraient de leur côté être contraints par leur club à finalement voir leur salaire réduit à la baisse. Toutefois,
je ne pense pas que cette situation se présentera trop, dans la mesure où il y a dans un premier temps une réalité économique à prendre en considération, c'est que les clubs en l'état ne sont pas nécessairement en mesure de revoir à la hausse les salaires des joueurs à forte notoriété. Et à côté de cela, c'est une donnée qu'il convient de prendre en compte puisque les contrats en question sont déjà très importants et que la concurrence ne pourra pas non plus, a priori, au vu de la situation économique actuelle, se permettre de finalement offrir des salaires à la hausse. Alors, la deuxième question qui se pose par rapport à l'homologation, avant d'évoquer la troisième hypothèse, c'est finalement la difficulté de la mise de l'entente internationale. Comment mettre en œuvre au niveau international une telle situation? En effet, si une ligue professionnelle nationale pourrait a priori régir les relations entre ces clubs au niveau national afin de potentiellement parvenir à une paix sociale, je vois mal une ligue professionnelle nationale parvenir à empêcher un joueur, un sportif national de quitter le territoire français pour aller s'engager, imaginons, en Angleterre. Typiquement, il veut forcer son départ, il a signé une promesse d'embauche au 1er juillet 2020 en Angleterre et il souhaite forcer son départ. Que se passe-t-il? Quelles sont les options? Alors, c'est là que les recommandations de la FIFA que j'ai explicitées plus haut sont intéressantes puisqu'il y aurait plusieurs options à envisager. Tout d'abord, un accord pourrait tout simplement être trouvé entre les parties. Par ailleurs, comme l'a expliqué la FIFA, c'est tout simplement que la priorité pourrait être donnée à l'ancien club pour que celui-ci puisse terminer la saison 2019-2020. L'objectif étant encore une fois de préserver l'équité des compétitions. Et ensuite, l'hypothèse s'il refuse de trouver un quelconque accord, dans ce cas de figure, deux options peuvent être rapidement envisagées. Premièrement, on pourrait envisager une entente entre les fédérations nationales sur le mécanisme de l'homologation. Donc, typiquement, un exemple concret, la fédération du club anglais refuserait d'homologuer le nouveau contrat tant que la saison 2019-2020 du joueur ne s'est pas terminée en France. Ça serait en cas d'entente. Si une telle entente ne serait pas possible, ce qui est envisageable parce qu'en pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre, dans ce cas de figure, il apparaîtrait difficile de contraindre juridiquement le sportif à ne pas quitter son club initial, bien qu'il faille à ce moment-là faire une petite distinction entre les joueurs à forte notoriété et à moins forte notoriété, puisque les joueurs à forte notoriété pourraient voir leur image impactée du fait d'un tel refus et pourraient du coup accepter de rester dans leur club initial du fait d'un éventuel impact sur leurs revenus futurs liés à leur image. Très bien. On a vu donc le cas des joueurs, de l'entraîneur qui arrive en fin de contrat au 30 juin, qu'il a un contrat après ou qu'il n'en ait pas. Et maintenant, le troisième cas de figure, c'est évidemment le cas du joueur ou de l'entraîneur qui n'est pas en fin de contrat au 30 juin, mais dont le contrat se termine en 2021, 2022 ou plus tard. Merci Dominique Courdier. Tout à fait. Alors là, c'est l'option qui, en principe, ne devrait pas poser de problématique particulière. Si le contrat expire en 2021, 2022 ou plus tard, en principe, il ne devrait pas y avoir de problématique puisque le contrat suit son cours normal. Donc, on pourrait considérer qu'aucune problématique ne devrait être soulevée puisque le contrat a été homologué à l'origine et que le joueur ne change pas de club. Toutefois, on pourrait se poser la question de savoir si l'allongement de la précédente saison pourrait emporter des conséquences sur un éventuel report de l'augmentation de salaire ou du versement de primes mensuelles. Là, dans ce cas de figure, il faudra faire une analyse au cas par cas. Notamment, il faudra déterminer si ces primes et salaires devaient être versés à compter du 1er juillet 2020 ou à compter de la saison sportive 2020-2021. C'est là où l'apport d'un avocat est aussi intéressant.